Bonjour et bienvenue sur La Feuille de Service, le podcast qui fait parler le cinéma. Je m'appelle Alix de Zomer, je suis réalisatrice et assistante mise en scène et je suis la créatrice de ce podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au lancement de ce podcast. J'ai eu beaucoup de retours super positifs de la part de gens du milieu, tout comme des gens qui n'évoluent absolument pas dans le monde du cinéma. Et je suis vraiment contente de voir que ce podcast, que j'espère et que je veux accessible à tous, puisse plaire à un panel aussi divers de gens. Donc j'espère que ce deuxième épisode vous plaira tout autant que le premier. J'ai un peu la pression, mais bon, ça va le faire, hein. J'accueille aujourd'hui Aurélie Jacala, styliste, qui évolue à la fois dans le milieu de la fiction et dans celui de la pub, qu'elle soit en papier ou en vidéo. Aurélie nous parle dans cet épisode de son parcours et de son métier aux nombreuses facettes qui demandent de la créativité, de l'organisation et de la rigueur. On discute aussi de l'accessibilité au métier du cinéma et de l'audiovisuel à la nouvelle génération, et on dérive très légèrement sur Neymar à un moment. Mais vous verrez. Puis évidemment, on termine avec le fameux portrait filmois qu'on ne présente même plus, j'ai envie de dire, où Aurélie nous partage ses goûts et ses dégoûts cinématographiques. Bonne écoute! Bonjour Aurélie, comment vas-tu? Très bien, et toi Alix? Ça va super. Merci à toi d'avoir bien voulu te prêter au jeu du podcast. Avec plaisir. Toi, tu as un métier qui est pas très compris, connu, tu fais plein de choses différentes en même temps, donc on va en parler un petit peu après. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Aurélie Jacala et j'ai 30 ans et j'habite à Paris. Pour me présenter assez rapidement, moi je viens du nord de la France et je suis arrivée à Paris pour mes études à 17 ans pour mon école de mode du Perret et je suis restée là pour travailler ici. Alors du coup, je suis styliste et ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé dans l'audiovisuel. J'ai commencé par des shootings photos dans la mode et donc plutôt édito dans les magazines. Et là, ça va faire 5 ans que je me suis retrouvée dans les tournages. Et donc du coup, je bosse surtout en publicité. Je fais un peu de fiction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire des projets très différents et donc de passer d'un univers à un autre. Et du coup, voilà, je peux faire une campagne de beauté, une campagne mode, comme une campagne sport, comme une fiction dystopique. Vraiment... Un panel très varié. Voilà, chaque semaine est une nouvelle histoire. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu plus sur ton parcours? Comment t'en es arrivée là où tu en es Moi, j'étais passionnée de mode depuis très petite. Donc du coup j'ai fait mes premiers cours de stylisme, j'avais à peu près 11-12 ans. Ah ouais. Ouais. Ouais, j'ai en fait à côté de mon école, j'étais aux Beaux-Arts en fait de Dunkerque parce qu'il y a une école là-bas et du coup j'ai fait un double cursus aux Beaux-Arts avec des cours de stylisme, des cours d'histoire de l'art et d'art appliqué comme le graphisme. Et du coup, je me suis retrouvée à vouloir intégrer donc, une école d'art appliqué. J'ai eu la chance de faire du Perret, donc une école de mode sur Paris. Qui pèse un peu. Effectivement, c'est cool. C'est chouette. Ça nous a mis un peu la pression parce qu'il y a à peu près 2400 candidats pour 20 places. Oh là là, ouais. Donc, l'élu. Ouais, on a l'impression, mais en fait, c'est juste le début de l'histoire parce qu'après, il faut travailler, il faut développer son réseau. Donc oui, c'est un super tremplin. Et après, j'ai fait un master en technique de production, management de la mode. Ah ouais, ok. Donc vraiment pour voir tous les métiers qui se lient à la mode. Ok, et tu savais déjà que tu voulais t'orienter vers audiovisuel, etc. Ou est-ce que, je sais pas, parce que je me dis, quand tu fais une école de stylisme, tu te dis, bon, en général, t'as envie de créer tes vêtements, t'as envie d'être un peu... Enfin, je sais pas, je suis pas du tout dans le... Ouais, t'as tout à fait raison. En fait, moi, je suis arrivée à Paris avec le rêve de créer ma marque, avoir ma maison... et de vraiment faire de la création pure.
Et finalement, j'ai compris qu'en fait, c'était pas ça. Et je me suis retrouvée dans l'image assez tôt, quand on m'a demandé en fait, de faire des éditos pour des magazines. Et en fait, le fait de créer un univers de A à Z sur des temps assez courts, en fait, c'était ça en fait, qui me plaisait le plus. Du coup, j'ai fait beaucoup de shooting photo. Et en fait, complètement par hasard, il y a 5 ans, on m'a demandé de faire le stylisme sur un clip de musique. Ouais. Et en fait, j'ai découvert du coup le milieu des tournages, et en fait, que je connaissais absolument pas. Et en fait, j'ai adoré. Parce que ça me permettait de travailler une esthétique sans pour autant être affiliée au monde de la mode. Ouais. Donc là, au lieu d'être centrale dans un projet, j'ai adoré le fait d'être technicienne et au service du projet global, avec toute une équipe et les fusions qu'il y avait autour de ça. Ouais. Donc ça fait 5 ans que tu fais ça. Moi, je vais plus m'orienter vers vraiment les côtés un peu plus tournage, etc. Même si je sais que tu fais encore des shoots. Je fais encore des shoots, surtout qu'aujourd'hui, en fait, la vidéo et la photo, en fait, c'est hyper important pour n'importe quel projet. Donc souvent, quand je suis sur des shootings photos, il y a aussi de la vidéo et vice-versa. Donc oui. Parce que j'ai vu il y a pas longtemps, tu avais fait une campagne pour Puma. Ouais. Mais du coup, voilà, il y a des photos, mais je suppose qu'il y a des vidéos aussi. Et c'est exactement. Très, En fait, pour chaque photo, il y a aussi une vidéo, il y a une campagne vidéo, et en fait, après, on a des visuels. Et c'est le cas, effectivement, sur Puma avec Neymar. Ouais, quand même, attends. C'est beau gosse. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Est-ce que, du coup, pour parler vraiment de ton métier, tu peux expliquer un petit peu plus en détail ce que tu fais? C'est quoi ta tâche en tant que styliste sur un projet? Oui, c'est une bonne question parce que en fait tout le monde me la pose. En fait, tout le monde connaît le métier de styliste, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière ce mot. Sur les tournages, en fait, je vais travailler vraiment en collaboration avec le réalisateur, la marque, et vraiment le projet, en fait, quel est le thème, où est-ce qu'on veut aller en termes d'esthétique. Et en fait, moi, mon but, en première étape, c'est de faire effectivement des moodboards pour vraiment avoir une vision, en fait, commune du projet. Après, je vais faire en fait des looks. Donc ça, c'est en amont du projet, de savoir, ok, qui est cette personne, c'est quoi son histoire. Et en fait, mon job, c'est de faire en sorte que ce soit au plus proche en fait, de ce qu'on pourrait trouver soit dans la réalité si c'est de la fiction, ou à la pointe si c'est plutôt mode. Donc du coup, je vais après effectivement faire les essayages avec mes comédiens ou les mannequins, etc. Et sur le tournage, le sujet principal, c'est que tout soit hyper beau à l'image. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des spécificités selon les types de projets? Enfin, du coup, je suppose que quand tu es sur un truc qui est plus pub, en général, c'est quand même des choses un peu, comment on dit, audacieuses. Enfin, j'ai l'impression que comment les gens sont habillés, c'est toujours... Il y a quand même une dimension beaucoup plus mode, mais dans les grands sens du terme, que quand c'est de la fiction, quand tu dois habiller un personnage qui, par exemple, je sais pas, c'est quelqu'un de un peu pauvre, ou alors qui a pas de style, parce que je pense que tu dois aussi habiller des gens qui savent pas s'habiller ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il y a vraiment des cheminements de pensée qui sont complètement différents selon... Ouais, ça n'a rien à voir. En fait, quand on travaille en publicité, on est dans l'esthétique pure. C'est ça qui prévaut surtout. Alors que quand on est en fiction, en fait, c'est le personnage qui va prévaloir sur l'esthétique. Et donc, du coup, tu te retrouves des fois... je pense, et tu l'as un peu dit, avoir vraiment des conversations avec le réalisateur en mode, ok, ton personnage, il faut qu'il y ait une raison pour laquelle il s'habille comme ça, parce que dans le cinéma, tout ce qui est à l'image existe pour une raison. Donc du coup, t'es vraiment dans le processus de grosse discussion avec le réal, parce que je pense que les réalisateurs, c'est pas forcément quelque chose auquel ils pensent, les habits de leur personnage, quoi. Du coup, t'es vraiment là à rajouter un Ils ont truc. quand même une vision. C'est assez drôle d'ailleurs parce que parfois ça peut être complètement dedans et parfois c'est un peu déconnecté de la réalité. Donc c'est aussi à nous de dire non, je pense que ça fonctionne pas, il faudrait peut-être l'amener plus comme ça. Et ce qui est génial en fiction, c'est que, même dans le vêtement en général, moi c'est ce qui m'anime,
c'est que ça te transporte dans les classes sociales, dans les âges. Donc vraiment, tous les détails sont hyper importants. Là où en pub, c'est moins le cas, puisqu'on va chercher du graphisme, on va chercher des coloris qui vont bien, qui vont matcher avec l'image de marque. En fiction, on va chercher le détail dans ah mais attends, on peut lui mettre le collier de sa mère, on va retrouver en fait plein de petits détails comme ça qui va faire que notre personnage il va gagner en profondeur. C'est assez fou parce que on a vraiment cette dimension de costume. Ouais. On appelle ça d'ailleurs comme ça en cinéma. C'est le métier de costumière. Et c'est assez rigolo parce que le costume dans la tête des gens, on dirait que c'est des choses, enfin des vêtements d'époque, alors que non, c'est vraiment tu enfiles ton costume, ton personnage, et ça peut être un jean et un t-shirt. Mais en plus, je pense que ça doit aussi vachement aider les acteurs finalement d'avoir... Il y a toute la partie émotionnelle, toute la partie jeu, etc. qui rentre en compte quand ils sont dans leur personnage, mais aussi d'être dans les vêtements du personnage. C'est sûr que ça doit... c'est primordial en fait, limite, je pense que c'est... Et puis c'est hyper important pour eux parce que ça leur permet de switcher, voilà, ok, là en fait c'est là que ça commence. Ouais. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce que hier par exemple, j'étais sur un tournage où on avait une évolution des âges avec les mêmes acteurs. Oh, cool. Donc trop chouette. Donc on avait un 18, 25 et 40 ans. Donc avec un vieillissement en maquillage, aussi en coupe de cheveux. Donc vraiment tout ça a été pensé en amont en se disant ok, alors du coup si jamais on part sur une barbe longue pour 40 ans, après il faudra raser, donc du coup il faut tourner à l'envers. Donc vraiment l'aspect visuel et les vêtements, ce qu'on appelle le HMC, Hair, Make-up et Costume, c'est... Ça influe aussi sur la manière de tourner le film. Et du coup, donc on était parti sur donc un personnage qui avait 40 ans au début. Et en fait, on a tourné juste après la séquence où il avait 18 ans. Et au moment où je lui ai mis ses vêtements de 18 ans, il a commencé à se comporter comme un ado. C'était absolument incroyable. Et alors que je pense qu'il a même pas fait exprès, mais c'était tellement machinal. Il s'est revu avec ses baguilles, il s'est replongé dans ce truc-là. Et c'était très naturel pour lui de ah bah ouais, il a changé sa voix, sa manière de se comporter. Et c'est ça aussi le pouvoir du costume. Mais ouais, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que c'est vraiment hyper important. Pour ce projet-là, est-ce que ça se passait à différentes époques, mais genre est-ce que par exemple 40 ans c'était maintenant et du coup 18 ans c'était il y a 20 ans? Donc t'as dû aussi penser aux vêtements de cette époque-là. Ouais. Et là du coup on était sur un petit crossover puisque c'était une fiction mais pour une pub. Donc du coup voilà, on a là c'était hyper intéressant en tout cas pour moi parce que bon il y avait cette histoire effectivement de profondeur de personnage, mais aussi d'esthétique. Donc du coup, je pouvais aller un peu plus loin en termes de couleurs, plus pop, voilà, qui fasse un peu plus télé. Et donc du coup, quand on m'a contactée, on m'a tout de suite parlé de cette évolution des âges. Et donc 2023, c'était 40 ans. Et donc du coup, j'ai dû refaire une recherche iconographique et d'époque du coup sur les années 2000 et sur les années 2010. Ouais. Donc ça c'est effectivement plein de recherches d'images, de se replonger aussi dans une époque parce qu'en fait, par exemple 2010, ça me paraissait assez proche et je me suis dit mais c'est quoi exactement la mode 2010 Enfin on oublie un petit peu. Parce que 2000 c'est très marqué, on le sait, 90 on le sait, parce qu'on a beaucoup de recul en fait sur ces années-là. 2010 c'était il y a un peu plus de 10 ans, et finalement en me remettant dedans, j'étais ah ouais mais grave. Mais si en fait, c'était les vestes trop courtes, un peu serrées, les chemises à carreaux violettes, les petits... Oh ouais. Ouais, mais oui, on avait le collier hibou. Ah oui, et le chapeau. Mais oui.
Moi, je mettais des plumes dans mes cheveux et les tout. plumes dans les cheveux. Quoi, oui. Et en fait, c'était hyper marqué. Et en fait, j'étais mais oui, mais si, en fait, on faisait ça. Les Richelieu pour les chaussures. Mais oui. Les Ben Simon aussi. Les Ben Simon, grave. Ah ouais, purée, trop marrant. Ouais, c'est cool parce que oui, vraiment, toi, t'as vraiment t'as une pluralité de choses possibles à faire. En fait, c'est vraiment, t'es vraiment dans une création constante. Constante, c'est cool, ouais. Quoi. Et en fait, ce qui est génial quand tu bosses là-dedans, en tout cas en pub et que tu fais aussi de la fiction, ça te permet vraiment de, toutes les semaines ou tous les mois, et en fait, tu peux vraiment te plonger dans une époque, sur un projet différent et c'est hyper enrichissant. Et est-ce que tu fais des fois des films, des trucs d'époque avec des costumes comme on a un peu l'impression que c'est dans des grandes robes, des trucs avec... Ça t'arrive d'en faire un peu ? J'en fais uniquement quand le projet est esthétique et qu'il n'est pas plongé dans un... Comment dire ? Si le projet il est d'époque, je le ferai pas. Par contre, si le projet il est un peu dystopique ou s'il est un peu tourné comme un conte et qu'on peut avoir de la liberté sur le style, j'aime bien. Ouais. Par contre, quand c'est trop d'époque, c'est encore un autre métier et c'est vraiment du costume pur et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment tu arrives sur un projet ? Est-ce que je pense qu'on te contacte, mais au début, comment ça se passait ? Est-ce que toi, tu démarchais des gens ? Est-ce que comment ça se fait ? Enfin, comment tu fais ? Ouais, c'est une particularité de notre milieu, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas d'annonce, pas vraiment quoi. C'est très compliqué de se lancer. Moi honnêtement je le connaissais pas ce métier, en tout cas à côté de tournage. Je viens de la mode pure, donc je connais les maisons de couture, je connais comment on fait une collection, etc. Mais voilà, ce milieu-là je le connaissais pas et c'est vraiment par hasard du coup qu'on m'a contacté pour ce clip. Et en fait depuis c'est l'effet boule de neige. C'est qu'en fait sur chaque projet tu peux rencontrer 4 à 5 personnes qui peuvent te rappeler pour d'autres projets et en fait ça se fait un peu comme ça. Donc aujourd'hui, on m'appelle ou alors, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais les réseaux, souvent en fait sur Instagram aussi, les gens partagent des stories et donc du coup ton réseau en fait te les partage et voilà. Après tu contactes la personne et du coup Instagram pour toi c'est quand même une vitrine de ton travail parce que finalement quelqu'un qui entend parler de toi mais qui te connaît pas et qui est en mode où est-ce que je peux voir un peu ce qu'elle fait, finalement il va voir ton Instagram et c'est là que tu montres vraiment ton travail et ce que tu fais. Ouais, et j'ai aussi un site internet. C'est quoi ton processus de travail sur un projet ? En gros, il y a quelqu'un qui te contacte, qui dit j'ai ce truc là et toi tu fais quoi à partir de ce moment là ? Je vais discuter avec lui, savoir quelle est la vision, où il veut amener le projet et après je fais donc les moodboards. Ouais. Après il y a une validation en fait des moodboards entre soit le réalisateur, le client, donc on a des allers-retours. Quand j'ai un moodboard qui est validé, c'est là où je vais faire mes propositions de look que je vais vraiment avoir sur le set. Pareil, aller-retour. Et après, quand je les ai, si j'ai la chance d'avoir le temps et que les comédiens sont disponibles, je vais faire des essayages avant. Donc là, on va faire les fittings, donc vraiment on va faire les looks avec les accessoires, etc. Et donc on va se faire une validation. Les vêtements, en général, je les trouve soit chez les loueurs en fait, de costumes de cinéma. Je travaille avec des loueurs aussi de vêtements plus casual ou plus mode. Donc ça aussi, en fait, j'essaye au maximum passer par la location parce que on est quand même une industrie polluante. Donc c'est hyper important de trouver des solutions parce que voilà, racheter des choses à chaque tournage, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai aussi en stock. Donc tous les basiques, ça je les ai, c'est chez moi, enfin voilà, tous les types de jeans, les t-shirts, les sweats, tous ces trucs-là, voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle la bijoute. Et après, si jamais j'ai des pièces spécifiques, je fais de l'achat. En règle générale, j'achète 5 fois plus que ce que je vais vraiment utiliser. Ouais. Et après, je me fais rembourser en fait. Comme ça, on est sur vraiment des coûts minimes et vraiment d'essayer de faire
pas des achats pour rien. Ouais, parce que des fois, quand, je sais pas, supposons qu'un rôle, le gars, il a besoin... Enfin, son t-shirt, il va se retrouver trempé, ou il va se retrouver taché, ou j'en sais rien, bah t'es obligé d'avoir des doubles. Alors, ouais, donc par exemple, là, si par exemple, j'ai... le premier court-métrage que j'ai fait, c'était un peu mon baptême du feu. C'était un film d'époque, Seconde Guerre mondiale, quand même. mais raconté comme un conte. Et en fait, pour rajouter le tout, rajouter une petite couche à tout ça, c'était un film d'horreur. Oh waouh. Donc ouais, dis donc, on est sur un mix On était sur un méga mix. D'ailleurs, on en est très fiers. Donc, la réalisatrice, c'est Julie Roard. S'appelle Liu Yichu. Ça a été tout un truc parce que du coup, il y a du sang. Ouais. Du coup, on a des scènes qui sont un peu violentes, donc les vêtements sont déchirés. Soit la solution, c'est de faire des doubles, soit mon travail sur place, c'est de faire en sorte que ce soit lavé le plus rapidement possible, recousu le plus rapidement possible pour pouvoir rejouer la scène directement. Ah ouais, c'est intense. C'est intense, bah ouais, parce que le rythme des tournages en plus, c'est... Voilà. Après, on n'est pas toute seule. Souvent, on a des assistants avec nous qui nous aident aussi. Et donc, j'en viens à ma question d'après. C'est quoi une journée type pour toi sur un projet ? Une journée type, c'est déjà un petit café à la régie. Très important, parce qu'après, on n'a plus le temps. Et après, en fait, c'est donc installation du matériel, donc mes portants, mon steamer. On va en fait steamer tous les vêtements en fait pour la préparation des essayages. Donc après, on a les essayages avec nos comédiens ou nos mannequins. Et après, on est sur le set pour faire en sorte que tout va bien, s'il n'y a pas une manche de travers ou après, en fait, en fiction, on a ce qu'on appelle les raccords. Donc du coup, éviter les faux raccords. Et donc du coup, il faut exactement que les vêtements soient mis de la même manière en début de scène et si on peut, en fin de scène, quoi. Et comment ça se passe, par exemple, quand tu arrives avec tous tes vêtements? Oui. Comment tu fais? Est-ce que je sais pas, tu dois les transporter toi-même ou est-ce qu'on te les amène? Enfin, comment ça se passe pour ça? Alors, ça dépend. Quand c'est un petit projet, on peut prendre un taxi et on s'occupe de notre stock. On a toujours un régisseur qui vient nous aider au début, c'est lui qui nous installe notre matériel. Alors, sur les petits projets, peut-être pas. Quand tu commences, évidemment, tu dois tout faire. Évidemment, je me suis déjà retrouvée quand j'ai commencé à faire des shootings où il n'y avait pas d'argent, à devoir steamer mes vêtements avec une prise dans la rue. On appelle ça vraiment, c'est au cul du camion, quoi. C'est vraiment, on est obligé de faire un peu le système D. Mais sinon, non, on a un régisseur qui nous aide pour installer toutes nos affaires. Et après, moi, avec mes assistants à moi, on s'occupe de vraiment préparer les tenues des comédiens, mettre vraiment le look entier sur le même portant, etc. Voilà. Et la fin de la journée, comment ça se passe par rapport au... on remballe. D'accord. On fait tout à l'inverse. Et du coup, ça veut dire que toi, quand le truc est fini, tu vas ramener les vêtements après au loueur où tu les as loués ou c'est toi qui t'en occupes? C'est souvent mes assistants. Ouais. Mais effectivement, il y a toute cette partie de retour. Et effectivement, ça fait partie de notre prépa. On a vraiment du travail avant, pendant le tournage et aussi après. Ouais. Quand tu as un gros imprévu, supposons, je sais pas, il y a un vêtement que tu avais, qui avait été loué, mais qui je sais pas, il s'est pris un truc, une tâche. Comment ça se passe dans ces cas-là, du coup? Tu dois les nettoyer toi-même, alors, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. On avait un sac qui s'est complètement déchiré et en fait, tu dois payer la réparation. Après, on a des assurances. On a, merci, le pressing qui s'occupe de beaucoup de choses quand même. Mais c'est vrai qu'en termes d'imprévus, j'en ai beaucoup. Mais il se passe plutôt... parce que ça se gère et puis c'est après le tournage. Donc en réalité... c'est pas très grave parce qu'en fait le tournage est passé et tu trouves des solutions.
Si ça arrive sur le tournage, tu trouves aussi... En fait, il faut vraiment être force de proposition. Et par exemple, s'il y a une tâche, je vais la laver directement sur place. Ça, j'ai toujours dans ma bijoute. J'ai plein de détachants différents parce qu'en fait, ça dépend de la tâche, ça dépend du matériel. Donc du coup, ça, c'est tout un panel de trucs que j'ai tout le temps sur moi parce que ça arrive. En vrai, ça arrive. Et le sèche-cheveux, pour sécher rapidement. Très, très important. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir dans mon processus une validation de robe. Et en fait, je l'achète. Et en fait, elle n'arrive jamais. Et ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé déjà il y a pas longtemps encore, il y a 3 mois. Et du coup, en fait, 2 jours avant le tournage, voyant que en fait, la robe n'arriverait jamais, et du coup, je l'ai faite de A à Z. Ah ouais, carrément. Donc du coup, fallait trouver une solution. Et du coup, en fait, je l'ai recréée et du coup, on a tourné avec ça. Ouais, du coup, faut vraiment être réactif, quoi. Enfin, toujours, t'as un plan A et puis B, C, D, E, F. Toujours. Même sur le set, quand on a des validations d'essayage, moi, je garde toujours mes backups, je garde toujours des options. Parce qu'on ne sait jamais, par exemple, on fait les essayages par exemple chez moi, on trouve que c'est génial et en fait on se rend compte que dans le décor, les couleurs, ça marche pas, c'est pas beau. Et faut trouver autre chose. Bah oui, parce que sur le moment, t'as pas le temps en fait, il faut que ça tourne, il faut avancer. Donc, tu peux pas le fabriquer sur place, tu peux pas aller dans un magasin, c'est pas possible. Donc effectivement, il faut toujours avoir au moins 2 autres options, 2 couleurs différentes et 2 formes différentes, comme ça, t'es rassuré. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi ? De contacter des gens qui font déjà ce métier. Parce qu'en fait, c'est très difficile de rentrer dans ce réseau. Mais par contre, je trouve qu'on est quand même dans une génération qui est assez bienveillante et qui est vraiment dans le besoin de partage et de se dire « Ok, tu sais, tu viens pas du milieu du cinéma, mais c'est pas grave, viens, je vais t'aider. » Et du coup, tu trouves un stage ou même faire des petits projets. Parce qu'on a tous commencé comme ça, quand on commence des projets, par exemple la fiction. Moi, j'ai commencé par des tournages bénévoles. Donc, comme ça, tu te formes, tu rencontres des gens et c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, tu dis qu'on est une génération où on s'entraide un peu, mais est-ce que tu as déjà eu affaire à des gens plus vieux qui sont là depuis plus longtemps et qui sont peut-être pas dans la même vibe ? Effectivement. C'est pour ça que je parle de notre génération, parce que je trouve qu'il y a un décalage complet entre au-delà des cinquantenaires, des réalisateurs ou des directeurs artistiques ou même des stylistes, j'ai envie de dire. Même les stylistes, c'est beaucoup d'ego, beaucoup des personnalités un peu stars. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est... moi, par exemple, je me considère comme une technicienne. Je me considère pas comme la grande Manitou de la mode qui va diffuser sa vision du monde. Ce qui est effectivement le cas en fait qui a pu avoir en fait sur les stylistes d'avant, parce qu'en fait il y en avait très peu, ils étaient très choyés, ils pouvaient avoir un jet privé pour les emmener à New York pour certains événements. Je trouve qu'aujourd'hui il n'y a plus trop ça. Évidemment, il y a encore des directeurs artistiques stars, mais il n'y a plus ça. Et je trouve que dans les réalisateurs, leur manière de travailler, leur manière de parler, leur manière de diriger leurs acteurs, elle est moins dans la bienveillance. Ah ouais. Ouais, en tout cas, je trouve. Mais c'est une réflexion qu'on m'a déjà faite aussi, et que dans n'importe quel corps de métier, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un énorme décalage entre les générations avant nous. Mais j'ai un peu la sensation que, et d'ailleurs ça m'amène à la question d'après. Ouh là là. J'ai un peu la sensation qu'il y a une vraie coupure. Il n'y a plus le même flux de production qu'avant. Enfin, on produit beaucoup plus de choses par rapport à avant. Et aussi, j'ai un peu, avec les réseaux sociaux, etc., maintenant, toi, ton travail, il est aussi visible directement dans un truc qui est accessible à tout le monde, alors qu'avant, je pense que
ton métier, sur des tournages spécifiquement, c'était au cinéma ou genre vraiment à la télé, et il y avait peut-être pas la même... Oui, je pense qu'il y avait pas la même... On donnait pas la même valeur, entre guillemets, à ce qu'on faisait. Et j'ai un peu la sensation que les gens dans la génération d'avant, ils sont vachement en mode « mais nous, on a dû travailler, on a dû se battre et tout machin ». Et maintenant, il y a tellement plein de productions, tellement plein de choses qui poussent de partout que c'est un peu plus démocratisé, en fait, limite. Ouais. Ouais, non mais il y a vraiment ça. Et on s'est fait la réflexion avec... on a fait un tournage pub avec une réalisatrice qui était un peu plus âgée, je vais taire son nom, mais on s'est dit, tiens, on sent qu'elle a galéré. Et en fait, dans sa manière d'être très frontale avec les gens, on l'a compris. Je trouve pas que ce soit une excuse à avoir ce comportement-là encore aujourd'hui, mais ça se sent que, oui, en étant femme réalisatrice dans l'époque d'avant, en fait, il fallait se battre, il fallait avoir ce côté hyper masculin, de dire ok, moi je vais aller contre les mecs, etc. Donc j'imagine que pour faire sa place et se faire connaître, c'était nécessaire. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, et comme tu dis, il y a tellement de projets que je pense que tout le monde peut trouver sa place. Ouais. Ça fait 5 ans, tu dis que t'es un peu vraiment dans les tournages, etc. Mais est-ce que même sur cette période de temps-là, tu sens et tu vois une certaine ouverture à plus de diversité, notamment, tu sais, en termes de milieu, en termes de genre, en termes, tu sais, social. Enfin, j'ai un peu la sensation, moi, de mon point de vue, que c'est plus réservé à une élite maintenant, donc t'as vraiment des gens qui viennent de partout, mais de n'importe où justement, et qui, toi, c'est quelque chose que tu ressens aussi, que tu vois. Déjà moi clairement, je viens de la mode, j'ai pas fait une école de ciné, j'ai pas fait une école de costume, j'ai pas... Et je suis... au début, c'est vrai que ça a été... je me suis dit, ça va être compliqué parce que les rêves, je les ai pas. Y a un côté aussi culture ciné, en connaissant tous les réalisateurs, en connaissant, c'est vraiment une histoire de référence. Donc je me suis dit, alors ça va être compliqué. Bon, au final, j'aime le cinéma, donc oui, j'étais déjà plongée dedans, donc ça allait. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir fait une école pour pouvoir faire ce job. N'importe quel job d'ailleurs, sur l'équipe technique. Parce qu'en fait, c'est incroyable. Internet, on se forme avec des vidéos YouTube. Le nombre de réals qui n'ont pas fait d'école non plus et qui ont appris sur le tas avec un petit appareil chez eux. Et en fait, aujourd'hui, ils réalisent des pubs incroyables, des films incroyables. Ouais, il y a une révolution de la formation, en fait, surtout. Parce que, mine de rien, les écoles de ciné, elles sont chères. Pendant très longtemps, ça a été réservé à une élite. Et aujourd'hui, en fait, on peut se former gratuitement. Donc, je le vois. Et il y a aussi un besoin aussi, comme il y a beaucoup plus de monde qui ne viennent pas des écoles de ciné, ces gens-là ont vraiment envie d'apprendre aussi aux autres, aux nouveaux, aux jeunes, de dire « Attends, moi j'ai réussi comme ça, je vais te montrer. » Moi j'ai des amis qui ont une asso, qui font ça justement. Donc non, franchement, c'est sur la bonne voie, je trouve. Et du coup, tu penses que pour faire des tournages ou des choses comme ça, est-ce que tu penses qu'on peut aussi arriver dans ton métier spécifiquement sans avoir fait de formation Oui, je pense que ça peut se faire. Après, il faut avoir quand même une sensibilité mode, une sensibilité esthétique. Et puis après, il faut commencer petit et puis après se former. Je pense que j'ai pas le même œil que sur mon premier shooting il y a 15 ans. Non, je pense que tout le monde peut le faire. D'ailleurs, moi, mes premiers shootings, je les ai faits avant même d'être en école de mode. J'avais 15 ans. Donc oui, complètement. Il faut juste s'inspirer, se former, regarder des films et voir... Après, ça dépend, encore une fois. Est-ce que tu veux travailler en publicité ou est-ce que tu veux travailler en fiction ? C'est pas le même exercice. Moi, j'ai de la chance, j'aime ça. J'aime bien switcher mon cerveau et passer... qui est ce personnage ? Qu'est-ce qui est beau en fait à l'image ? C'est pas du tout la même réflexion. Donc après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se forment
soit à l'un, soit à l'autre. Oui, d'accord. C'est pas les mêmes réseaux, c'est pas... voilà. Est-ce que quand tu vas sur un projet et tout, tu essaies d'incorporer des choses que toi vraiment t'aimes et tu dis, allez, j'ai trop envie qu'on travaille avec ça, je vais proposer ça au cas où, je pense que ça peut le faire, mais genre ça c'est vraiment un truc que je kiffe. Ça t'arrive d'influencer du toi dans tes costumes et tout ça Ouais, bien sûr. Bah, moi j'aime bien un peu j'ai toujours une petite touche asiate. J'avoue, bah voilà, comme je suis vietnamienne et polonaise, j'aime bien moi la culture asiatique et c'est vrai que par exemple il y a quelques semaines là, j'ai fait un clip où il y avait un costume qui faisait plutôt tribal, mais au fait au final genre je suis partie d'une base d'un costume chinois et en fait que j'ai agrémenté et donc oui je vais répondre à la demande, mais je vais toujours aller dans l'esthétique qui me plaît le plus, puisque de toute manière, c'est ça qui va fonctionner. Et c'est aussi pour ça qu'on m'appelle, parce que tu as une patte un peu spécifique. Il y a un peu une petite patte, parce que du coup, par exemple, le côté asiatique, c'est aussi le côté graphique, très bien rangé, très bien plié. Moi, ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup retrouver dans l'esthétique en pub, mais aussi, j'aime bien le mettre un petit peu en fiction. Et j'aime bien aussi, à contrario, tout ce qui est un peu l'esthétique un peu grunge, rock. Donc si j'ai un personnage d'une certaine époque, là par exemple, voilà, j'ai un personnage en 2000 de l'année dernière, elle n'était pas girly, elle était plutôt garçon, avec des petits colliers à pic. Donc voilà, ça va être plus comme ça. Donc répondre à effectivement à une époque, à une esthétique. Mais du coup, on peut influencer quand même un petit peu qui est cette personne. Ouais. Donc c'est un peu ça. C'est cool ça. Les pubs, souvent, t'as des trucs dans des endroits incroyables. Est-ce que toi, il y a un lieu dans lequel t'as pu aller grâce à un tournage, à un shoot qui est incroyable et tu te dis, bon, ça, j'aurais jamais pu y aller si j'avais pas si j'avais pas travaillé dessus. Ouais, alors ça m'arrive assez régulièrement, effectivement, parce que... T'as des lieux effectivement incroyables, sans parler des palaces qui en soi est assez courant en fait quand tu travailles dans ce milieu. Mais quand même, quand j'ai fait mon premier palace, j'étais là, waouh, c'est quoi ce truc ? C'est assez fou. Après, je crois que en termes de lieu, c'était de tourner dans le château proche de Fontainebleau pour Oxmo Puccino, où effectivement on a tourné de jour et de nuit. Donc en fait on s'est retrouvés dans ce château qui donc était complètement fermé pour nous, dans des salles de tableau, la salle du trône, où on était là et je disais mais c'est complètement ouf de réinventer notre histoire dans ce lieu. Surtout que c'était pour un clip de rap. Donc on avait des scènes un peu... avec des dealers, des gars de la cité, et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais du coup, justement, dans ce genre de lieu, comment tu penses un costume quand tu sais que tu vas tourner dans un truc comme ça, par exemple justement, là, c'était intéressant pour moi, comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, ça me parle que quand il y a de l'époque, mais qui est twisté. Et donc là, c'était ça. On avait un peu le clash entre le peuple, qui en fait étaient des gars de la cité, mais un peu dans des trucs un peu royaux, avec des bombers un peu satinés, il y avait des trucs un peu brillants, un peu partout, mais côté peuple. Et en fait, il y avait donc la royauté, avec des costumes un peu d'époque, mais twistés, un peu plus rock. Et on avait donc le grand Oxmo qui était donc le king, pour qui j'ai fait une cape immense avec des chaînes un peu rock dessus. Tu l'as faite toi-même. Et donc ça, je l'ai dû le faire. Ah waouh, trop ouais. bien. En fait, comme du coup j'ai une formation moi je sais à peu près tout coudre. De manière générale, je pars de vêtements qui sont existants. Mais pour des besoins particuliers, en fait, je peux créer une pièce maîtresse, un look qui va être très important ou un truc qui n'existe pas. Et là, effectivement, tu es obligé de faire de la création. Parce que par exemple, si tu te retrouves à bosser sur un projet, il y a besoin d'un look complètement futuriste, donc il faut complètement imaginer un vêtement. Là, tu es obligé de passer par effectivement un travail de costumière. Et t'aimes bien faire ça ? Ouais, moi j'adore.
J'adore et j'aime bien aussi que ce soit pas que ça. Parce qu'en fait, après, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Donc, quand il y a des costumes à faire comme ça, c'est un autre process, puisque ça va te prendre peut-être une semaine juste à le coudre. Alors que ça prend moins de temps de faire des looks qui sont déjà existants, quoi. Puis ça, tu peux pas le déléguer à d'autres personnes, quoi. Tu peux le déléguer. Ça m'arrive d'ailleurs de déléguer quand je dois créer une pièce, je vais au moins faire le dessin, le mood, et après, si j'ai vraiment pas le temps ou si vraiment j'ai pas le temps, je fais faire par des ateliers. Ah ouais, ok. Donc t'as vraiment des contacts, mais dans plein de sphères différentes finalement. Complètement. En fait, c'est aussi pour ça que tu contactes une styliste, une costumière. C'est aussi pour son réseau et pour tout un tas de savoir-faire. C'est pas que faire les looks sur le set. Moi, je travaille avec des brodeurs, je travaille avec même les ateliers, ils sont pas tous pareils. On va pas les contacter pour les mêmes créations. Il y en a qui sont spécialisés dans le tulle, il y en a qui sont spécialisés dans le costume. Donc ouais, c'est super ça. C'est vraiment très polyvalent finalement comme c'est métier, hyper quoi. Polyvalent, c'est hyper riche. Vraiment, on s'ennuie pas du tout. C'est impossible de s'ennuyer. Et est-ce qu'il y a une personnalité avec laquelle tu as travaillé où vraiment tu t'es dit putain, je suis quand même en train de travailler avec cette personne? C'est un truc de ouf parce que toi, t'es en contact direct avec ces gens-là, quoi. Tu les habilles. Donc, tu les vois tout nus. Effectivement. La personne la plus connue que j'ai faite, effectivement, c'est Neymar. Effectivement, c'est complètement ouf. Quand on m'a appelée pour ce truc-là, j'étais pas intimidée, mais je me suis dit bon, ok, là, je vais devoir être efficace, parce qu'en fait, c'est complètement d'autres process. Quand tu travailles avec des grosses personnalités, ils ont pas le temps. Donc en fait, avec lui, on a genre 2 heures sur la journée. Donc pareil, t'as dû être, je suppose, hyper efficace, il fallait être... En plus, je me dis, quand t'es sur des projets avec des personnalités comme ça, il y a un truc de... au-delà d'être efficace et professionnel et tout, c'est vraiment, je limite le level d'au-dessus parce que... faut pas se tromper, il faut pas faire d'erreur parce que là c'est... Faut pas se tromper et il y a une grosse gestion du stress parce que en fait tu sens vraiment la tension, elle monte. On est sur un tournage où on est entre 40 et 100 personnes. Il y a que 3 personnes qui peuvent toucher Neymar. Moi, la maquilleuse et la coiffeuse, c'est tout. Et... vous êtes les élus. Les élus. Et surtout, en fait, il y a une histoire de sécurité. Il y a des gardes du corps partout. C'est vraiment une ambiance particulière. Je vais passer à la dernière partie de cet échange que j'appelle le portrait filmois. The famous one. Le famous one. Un petit jeu de mots sympa. Donc une question que tout le monde te pose quand tu bosses dans le milieu, en général, c'est quel est ton film préféré? Trop dur. Bon, quel est un de tes films préférés? Franchement, je vais dire un truc de bébé. Pas de soucis. Parce que je crois que c'est mon film préféré, parce que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie et c'est un des premiers films qui m'a marqué, mais c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, génial. Trop bien. Ouais, c'était le premier film qui m'a montré l'importance du vêtement. Ah putain, génial. Et déjà, je l'ai compris plus tard en fait, pourquoi il m'avait marqué autant, mais c'est comment le vêtement te transporte dans un autre monde et dans un autre milieu social. Ah ouais. Et c'est ça en fait, c'est ça parle de ça, de ce gars qui vit dans Halloween et qui en fait a envie d'être dans la fête de Noël. Et comment il fait, il essaie de se transformer et ça passe par le costume. Ah ouais, mais oui, c'est vrai en plus. C'est ça. Quel serait éventuellement ton ou ta réal préférée? Du coup, Tim Burton, parce que ça, mais aussi parce que ça a été le premier à me faire questionner sur le genre avec Ed Wood. Ça a été quelque chose qui m'avait marqué en fait de ce questionnement en fait de genre qui me suit encore aujourd'hui. Mais sinon j'aime beaucoup Peter Greenaway
qui a fait donc The Pillow Book par exemple, avec Ewan McGregor. Ah oui, d'accord. Tu vois ce film où c'est hyper poétique. En fait, il rencontre une nana qui en fait lui demande d'écrire sur sa peau. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est parce que tous les ans, en fait, c'est son père en fait qui lui écrivait un poème sur son dos à l'encre de Chine. C'est sublime. Et il a fait des films assez what the fuck, comme Zoo. En fait, c'est assez vicieux, mais c'est ultra esthétique. Ok. C'est vraiment, moi j'adore. Toi, c'est ce qui va te plaire dans un film, ça va être l'esthétique, l'ambiance. L'esthétique, l'ambiance, j'aime bien le gore esthétique. Oh waouh, ouais. Ça va pas ensemble. Ça va ensemble avec lui, donc ce réalisateur qui arrive à le faire, parce qu'en fait, par exemple, Zoo, il y a en fait toute une partie sur la décomposition des corps. C'est hyper riche et c'est très beau. En fait, chaque scène, c'est un tableau, le truc, c'est magnifique. Okay. Donc du coup, en fait, j'adore quand le réal pense ces sets comme des photos en fait. Parce que comme je viens de ce milieu-là, je pense que je suis assez attirée par ce truc-là, même dans plus accessible, mais les Wes Anderson, c'est exactement la même chose. Ouais. Oui, c'est vrai que lui, il a vraiment il y a vraiment une question photo. Ça pourrait être claque. Ça marche. Même en termes de costume, en plus, il y a toujours quelque chose de vraiment hyper travaillé, hyper pensé. Ok. Est-ce que tu aurais un genre cinématographique préféré ? La dystopie. La dystopie, ok. Ouais. Genre quel film par exemple ? Franchement, il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup. Je sais pas, j'aime bien Vanilla Sky, même Bienvenue à Gattaca, j'adore. C'est toute cette remise en question de la classe sociale, comment elle pourrait être. J'adore. Ok. Est-ce que tu as un film plaisir coupable ? Plaisir coupable, ouais, j'aime bien regarder Moulin Rouge. Oh, ça va, c'est pas un plaisir coupable. Ouais. C'est vrai, Je sais pas. Non. C'est une comédie musicale, c'est un peu gnangnan, c'est romantique. Je l'aurais pas pensé comme ça. Est-ce que tu aurais un film qui te fait particulièrement rire ? Non, franchement, là, j'ai pas... Donc ton dernier fou rire, pas fou rire forcément, mais ton dernier truc que t'as vu et qui t'a fait quand même marrer ? Non mais j'allais dire, genre le truc, genre j'ai regardé Shrek, mais je peux pas dire ça. Mais tu peux complètement dire ça. Mais c'est trop bien Shrek en plus. Ah non mais ouais, je suis genre le truc qui m'a fait le plus rire. Ouais, en fait j'ai regardé il y a pas longtemps, j'ai rematé Shrek, mais je trouve ça d'un humour incroyable. C'est trop bien. C'est beaucoup trop drôle en fait. Ouais, c'est super. J'adore. C'est trop bien Shrek. Hein. On le sous-estime beaucoup. Je trouve, moi je le trouve hyper riche, ça me fait trop rire. Ouais, il est très fort en référence, il est trop bien ce film. Ouais, et puis encore une fois, il y a peut-être que c'est aussi peut-être cette histoire d'apparence et de costume, mais ça parle aussi de ça, mine de rien, avec finalement la princesse Fiona qui en fait finalement se redécouvre en fait beaucoup mieux dans Ogresse, et ce roi qui en fait est un crapaud, c'est complètement délirant, mais c'est vraiment très drôle. Un film qui te fait pleurer ? Ouais, j'ai un film là qui m'a fait un peu pleurer là. C'était Never Let Me Go. Ah oui, purée, je l'ai vu il y a un moment lui. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est avec Andrew Garfield et Keira Knightley. Ouais. Ouais. Ouais, mais il fait pleurer. Il fait pleurer. Il fait vraiment pleurer. Vraiment, j'étais là, waouh, ok, c'est vraiment très triste. Attends, c'est quoi l'histoire déjà ? C'est en fait dans un orphelinat. Ouais. Et t'as un triangle amoureux amical, t'as l'impression que l'action va se passer autour de ça, puis en fait c'est un film complètement dystopique où en fait ils vont découvrir qui ils sont vraiment. Oui, ça y est, ça va bien. Ah ouais, purée. Je veux pas spoiler. On va laisser le plaisir aux gens de découvrir. Mais il est vraiment beau ce film. Ah oui, ça j'avais oublié son existence. Ouais. Un film qui t'a particulièrement marqué, au-delà de L'étrange Vol de Monsieur Jack, du coup, vu qu'on en a déjà parlé. Ouais, qui m'a vraiment marqué. Je pense que comme beaucoup d'adolescentes, on a été choqués par Requiem for a Dream. Oui, ah ouais, grave. Oh. Le trauma, je pense que c'est le premier film qui m'a marqué, vraiment. Ouais. Est-ce que tu aurais un film doudou que tu regardes pour te réconforter quand ça va pas ? J'aime bien regarder Big Fish. Ah, encore du Tim Burton. Mais j'avoue. Ouais, j'aime bien regarder Big Fish. Je trouve que
c'est assez chouette de se dire que parfois, quand la réalité, elle est pas là, il suffit de se raconter des histoires et ce sera chouette. Ouais, c'est super. Le film que tout le monde adore, mais que tu détestes. Ah oui, moi, c'est tous les Marvel, en fait. Ah ouais? Ah oui, je déteste ça. Franchement, en fait, j'aime pas l'humour Marvel, j'aime pas la manière dont c'est tourné. Enfin, c'est très film d'action et en fait, j'avoue, moi, dès qu'il y a une scène de course-poursuite de bagnole, je regarde même pas. En fait, je tourne la tête et je fais autre chose et en fait, ça me perd. Voilà. Ouais. Non, c'est pas mon truc. Ok. Et à l'inverse, un film que toi t'adores mais que tout le monde déteste? Récemment, j'ai adoré moi Bones and All. Et... Est-ce que c'est le film avec Timothée Chalamet? Ouais. Et genre j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit mais c'est n'importe quoi, c'est trop nul et en fait mais moi j'ai adoré. Ok. Je l'ai pas vu donc je sais pas. Il est un peu gore et effectivement en fait je comprends l'idée que dans l'histoire il y a des choses qui soient rajoutées et qui ne servent pas le propos, mais l'esthétique elle est folle. Je trouve que cette histoire c'est un road movie d'ado, mais qui sont cannibales, quoi. Enfin, c'est complètement fou. Ah ouais. Je savais pas. D'accord. J'ai adoré. Ok. J'aime vraiment bien les trucs un peu. Ok, d'accord. Ce que tu considères être un très bon film de cinéma? Un des grands classiques, je dirais que le 5e élément, pour moi, c'est un. C'est un très bon film parce qu'en plus il a réussi à passer toutes les générations et je pense qu'il a encore des belles années devant lui. Ouais. Et j'adore encore le regarder et je trouve que c'est assez fort en fait d'avoir autant de complexité d'univers et on les comprend en fait. C'est trop fort. On va arriver à la fin. Est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties récemment ou qui vont bientôt sortir sur lesquelles on peut voir ton travail? Régulièrement, j'ai des projets qui sortent puisque j'en fais 3, 4, 5, 6 par mois. Donc oui. Du coup, il y a la nouvelle collection de Neymar qui est sortie. J'ai un clip de Hussard et un clip de Kos qui va sortir aussi dans les 2 prochaines semaines. Ouais. Honnêtement, je ne sais même plus. Ah oui, alors faut être prêt dans ce métier à pas forcément dormir les 8 heures par nuit. Hein. Mais effectivement, vous pouvez regarder mon site internet et mon Instagram pour suivre tout ça. Du coup, ton Instagram c'est Aurélie Zajakala, tout collé, pas de spécificité. Okay, ça marche. Est-ce que tu aurais éventuellement une recommandation culturelle, donc film, série, podcast, expo, bouquin, peu importe? Juste les arts décoratifs, si vous avez la chance d'être à Paris, en fait, il faut aller voir toutes les expos et là, franchement, je la trouve très très belle, celle de Schiaparelli. Je vous invite à aller la voir. Ouais. Ok, super. Je crois que je t'avais vu en parler en plus. Oui, parce qu'en fait, j'ai travaillé en plus avec les pièces de là-bas, donc c'était incroyable. Ah, c'est super. Ouais, c'était trop bien. Enfin, je suis partie voir cette expo et en gros, je me rends compte que en fait, j'ai travaillé avec des tenues qui sont exposées. Et waouh! J'ai fait avec une œuvre d'art dans les mains. Ouais, il y a un peu de ça, quoi, parce que c'est de l'art aussi. Hein, ouais. Donc, j'étais trop fière. J'étais waouh! Je les avais dans mes mains. Trop cool. Écoute, merci beaucoup d'avoir bien voulu te prêter au jeu. Merci à toi. Et c'était très agréable de discuter avec toi. Super. C'est la fin de ce 2e épisode de La Feuille de Service. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez enfin eu des réponses sur les questions qui vous taraudaient et vous empêchaient de dormir la nuit concernant le métier de styliste. J'ai oublié pendant l'enregistrement de partager ma recommandation du moment, qui est la série Daisy Jones and the Six sur Amazon Prime Video. Cette série qui vient tout juste de se terminer est adaptée d'un livre du même nom écrit par Taylor Jenkins Reid et retrace via des interviews la création et la vie d'un groupe de rock style Fleetwood Mac dans les années 70 aux États-Unis. J'ai lu le bouquin avant de voir la série, donc je suis un peu dans la position du ah mais ils ont pas mis ça et puis ça c'était pas dans le livre. Cela dit, cette série est vraiment cool et en plus de ça je suis une très grande fan de la musique au cinéma, donc il m'en faut pas beaucoup non plus pour être convaincue. Mais c'est objectivement vraiment pas mal. Et les musiques du groupe sont très cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute. C'est une forme de soutien qui prend 2 secondes, mais qui m'aide vraiment à me faire connaître. Et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur l'Instagram du podcast, @fds.podcast. N'hésitez pas à aller le suivre, je suis assez active dessus et je poste régulièrement des petites choses. Je vous retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité et cette fois-ci, on parlera de production. À bientôt!